Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télé Sud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. 20 ans de réclusion criminelle pour attentat et complot contre le gouvernement. C'est la peine retenue par la justice malienne à l'encontre des 46 soldats ivoiriens détenus depuis juillet à Bamako. Malgré cette condamnation sévère, l'accord trouvé entre le Mali et la Côte d'Ivoire laisse ouverte la possibilité d'une grâce présidentielle du chef de la junte malienne. Luiz Inácio Lula da Silva reprend son siège de président du Brésil pour la 3e fois. Dimanche, il a été investi après avoir prêté serment devant le Congrès. De quoi refermer la page Jair Bolsonaro qui laisse derrière lui un pays divisé. Et ce lundi, s'est ouvert le procès en appel des migrants qui avaient franchi la frontière de Melilla au Maroc. 2e acte dans ce procès. Après que la justice ait condamné de 2 à 3 ans de prison les migrants d'Afrique subsaharienne. Nous reviendrons sur ce drame en début d'édition. Après des mois d'attente, les 46 militaires ivoiriens soupçonnés d'être des mercenaires et détenus au Mali ont finalement été condamnés vendredi dernier à 20 ans de réclusion criminelle. Ils ont été reconnus coupables d'attentats et de complot contre le gouvernement. Explication Lorraine Mabou. Dernier acte de la saga des soldats ivoiriens détenus au Mali. Accusés d'être des mercenaires par la junte malienne, les 46 soldats étaient enfermés depuis le mois de juillet à Bamako. La justice a finalement tranché en faveur d'une condamnation à 20 ans de réclusion criminelle. Par le premier arrêt, la cour d'assises est entrée en voie de condamnation contre les 46 accusés comparant dont liste nominative figurant au 10 arrêt par les prononcer à leur encontre de la peine de 20 ans de réclusion criminelle et celle de 2 millions d'amendes chacun du chef des crimes d'attentat et complot contre le gouvernement. Un dénouement qui a créé la stupéfaction. En effet, depuis ces derniers mois, les gouvernements d'Abidjan et de Bamako multipliaient les pas pour apaiser les tensions. Le 23 décembre dernier, les deux pays ont même signé un document actant la libération des soldats détenus au Mali. Ajouté à la pression de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui avait donné jusqu'au 1er janvier 2023 pour les libérer. C'est une question qui est en voie de résolution et nous pouvons dire que nous venons de faire un voyage fructueux ici en terre malienne. Il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de la Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques mois, il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. C'est ce que nous avons fait. Alors que le colonel Assimi Goïta, chef de la junte malienne, ne s'est pas exprimé. Lors de son discours à la nation le 31 décembre, le président ivoirien Alassane Ouattara a affiché son optimisme en déclarant que les 46 soldats regagneront bientôt le sol ivoirien. Grâce aux actions diplomatiques entreprises avec l'appui de dirigeants de plusieurs pays amis, notamment le président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Gnassingbé, 3 soldats femmes ont été libérés en septembre dernier. Les 46 autres soldats regagneront bientôt le sol ivoirien. Pour Abidjan, ces soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali. Une version qui peine à convaincre la justice malienne. Les images avaient circulé sur les réseaux sociaux et avaient mis à mal le Parlement sénégalais. Après la bagarre qui a éclaté entre 2 députés, les auteurs des coups portés à leur collègue enceinte Amine Ndiaye ont été condamnés à 6 mois de prison ferme. Le 1er décembre, le député Massata Samb avait pris à partie sa collègue au sujet de déclarations qu'elle avait faites contre un chef d'une formation membre de la principale coalition de l'opposition, le Parti de l'Unité et du Rassemblement. L'altercation a viré au pugilat. La situation dans l'est de la RDC est pire que jamais. Des mots forts utilisés par le président du Rwanda, Paul Kagame, lors de ses vœux de fin d'année. Depuis le regain de violence dans l'est de la République démocratique du Congo, les tensions sont vives entre les 2 pays. Félix Tshisekedi accuse son voisin de soutenir le groupe rebelle du M23. Des accusations que Kigali nie en bloc. Pour Paul Kagame, les violences sont de l'entière responsabilité de la RDC. Pourtant, un nouveau rapport de l'ONU est venu accabler les autorités rwandaises en évoquant des preuves substantielles sur l'intervention directe des forces de défense rwandaises.
En Ouganda, au moins 9 personnes, dont des enfants, ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une bousculade dans un centre commercial de la capitale ougandaise, Kampala, lors de la célébration du Nouvel An. Le mouvement de foule aurait eu lieu après des tirs d'artifice à l'extérieur du centre commercial Freedom City. Ces célébrations étaient les premières dans le pays depuis 3 ans, après des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et des problèmes sécuritaires. Je vous propose d'écouter le porte-parole de la police métropolitaine de Kampala. Dans la banlieue de Kampala, dans un centre commercial, un concert était organisé et nous avons reçu des informations vers minuit, aux alentours de minuit, selon lequel il y aurait eu une bousculade. 3 enfants sont morts sur place et 6 autres ont été déclarés morts à leur arrivée dans un hôpital. Nous n'avons pas encore établi le nombre total de personnes qui étaient à l'intérieur. Mais nos détectives sont en train de le faire, en essayant d'établir le nombre. Mais ce n'est pas à cause du nombre qu'ils étaient nombreux, c'est juste parce qu'ils essayaient de se précipiter pour rentrer. Au Maroc, souvenez-vous, le 24 juin dernier, près de 2000 migrants tentaient de franchir la frontière espagnole de Melilla et une trentaine avaient perdu la vie. Parmi les rescapés, 87 candidats à l'exil ont été condamnés de 2 ans et demi à 3 ans de prison pour entrée illégale sur le territoire. Une décision qu'ils rejettent et à laquelle ils font appel aujourd'hui. Retour sur les faits avec Lorraine Mabou. La première grosse tentative était le 24 juin dernier. Près de 2000 migrants d'Afrique subsaharienne ont tenté de pénétrer côté espagnol, principale voie d'accès vers l'Europe. La traversée avait coûté la vie à 23 personnes selon les autorités du Maroc et 27 d'après l'AMDH, une association marocaine. Une scène d'une rare violence jamais enregistrée lors des nombreuses tentatives de migrants d'entrer en Espagne. Nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer des tueries de masse, des disparitions forcées, des actes de torture, des discriminations et du racisme, des violations du principe de non-refoulement, tout cela sur le sol européen. Cette affaire a suscité un vif émoi et la colère de la communauté internationale et des associations des droits de l'homme qui ont directement accusé le gouvernement marocain. Mais pour Rabat, ces migrants en situation irrégulière ont péri à la suite de bousculades et de chutes pendant la tentative d'entrée massive, une version réfutée par les associations de défense des droits humains. Nous pensons que les 2 gouvernements marocains et espagnols sont responsables, sur un pied d'égalité, des crimes qui ont été commis par leurs 2 forces de sécurité, quel que soit celui qui détient la souveraineté sur le territoire. Seulement, la semaine dernière, le tribunal a tranché. 87 migrants ont été condamnés de 2 ans et demi à 3 ans de prison pour entrée illégale sur le territoire. Une décision qui met hors de cause les forces de l'ordre marocaines. Le 23 décembre, le parquet espagnol classait l'affaire sans suite. Au Maroc, un procès en appel de ces migrants condamnés est en cours à Nador. Le verdict sera connu dans les prochains jours. Et en parallèle, une dizaine de clandestins marocains ont tenté à nouveau de s'introduire dans la ville espagnole de Melilla via Nador durant la nuit du Nouvel An. Malgré le dispositif policier, quelques-uns ont réussi à s'introduire. Et on reste au Maroc, où les autorités ont décidé samedi 31 décembre d'interdire l'accès au territoire à tous les voyageurs venant de Chine, où les cas de Covid-19 repartent à la hausse. Une mesure qui s'applique dès le 3 janvier afin d'éviter une nouvelle vague de contamination au coronavirus. La France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, comme les États-Unis ou encore la Corée du Sud, ont décidé cette semaine d'imposer un test Covid aux voyageurs en provenance de Chine. Benoît XVI est mort samedi 31 décembre à l'âge de 95 ans. Il restera dans l'histoire comme celui qui a renoncé, mais aussi comme un théologien réputé, guidé par ses principes et sa foi, et dont la vie entière a été consacrée à sa dévotion envers l'Église. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il avait aussi un engagement particulier envers l'Afrique. Souilas Bey. Il s'en est allé ce samedi 31 décembre.
Le pape Benoît XVI, de son vrai nom Joseph Ratzinger, a rendu son dernier souffle au Vatican à l'âge de 95 ans. Le pape François a tenu à lui rendre hommage lors de la prière de l'Angélus devant des milliers de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre ce dimanche 1er janvier. Le début de la nouvelle année est confié à Marie, très sainte que nous célébrons aujourd'hui comme Mère de Dieu. En ce moment, invoquons son intercession, en particulier pour le pape émérite Benoît XVI, qui a quitté ce monde hier matin. Tous ensemble, d'un seul cœur et d'une seule âme, remercions Dieu pour le don de ce fidèle serviteur de l'Évangile et de l'Église. Les hommages n'ont cessé d'affluer à travers le monde depuis l'annonce de sa mort par le Saint-Siège. Le pape Benoît XVI, théologien de formation, a été le premier pape démissionnaire de l'Église depuis près de 600 ans. En 2011, il s'est rendu au Bénin à l'occasion d'une visite lors de laquelle il avait exprimé son engagement pour l'Afrique. Entouré de 60 000 Béninois lors d'une grande messe au stade de l'Amitié de Cotonou, un souvenir marquant pour les fidèles béninois présents à ce moment-là. À son contact, on voit qu'il est accessible, très accessible. Vous vous souvenez de sa simplicité, c'est ça? Oui, de sa grande simplicité. Je pourrais même dire, en le qualifiant, qu'on peut parler de la grandeur de la petitesse. Ses liens avec l'Afrique, Benoît XVI les a également au travers de 2 visites, au Cameroun et en Angola, au cours de ses 7 ans à la tête du Vatican. Au-delà de la voix religieuse qu'il a portée, l'ancien pape s'est montré attentif à la dimension sociale sur le continent, notamment la lutte contre la corruption. En Ukraine, 63 soldats russes tués lors d'une frappe près de Donetsk, Washington qui retire le Burkina Faso de l'AGOA et l'aéroport de Damas hors service après des frappes israéliennes. C'est le reste de l'actualité réalisée par Soulas Bailly et Noël Dong. Au moins 63 militaires russes auraient été tués lors d'une frappe ukrainienne près de Donetsk ce dimanche 1er janvier. L'armée ukrainienne évoque un bilan de plus de 400 morts et 300 blessés dans une frappe menée à Makivka, une ville sous occupation russe située à l'est de Donetsk. Le ministère de la Défense russe aurait confirmé que 63 militaires russes avaient été tués. Plusieurs blogueurs militaires russes ont formulé des critiques contre le commandement, accusés d'avoir autorisé une concentration importante de troupes et d'équipements dans un lieu situé à portée de tir des systèmes américains HIMARS. Le vice-président de la Douma russe lui-même, Andrei Medvedev, a fustigé une erreur de l'armée. Il considère que placer du personnel n'importe où dans des bâtiments au lieu de les placer dans des abris est une aide directe à l'ennemi. Washington a retiré le Burkina Faso de l'AGOA, un programme de préférence commerciale évoquant de profondes inquiétudes concernant un changement anticonstitutionnel ce dimanche 1er janvier. L'AGOA, la loi américaine sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, offre à des produits africains un accès au marché américain sans droit de douane sous certaines conditions, telles que la levée d'obstacles au commerce et aux investissements américains, ainsi que des progrès en matière de pluralisme politique. Le gouvernement de transition au Burkina Faso s'était engagé à rétablir l'ordre constitutionnel d'ici juillet 2024. Selon le bureau du représentant américain au commerce, le Burkina Faso n'a pas satisfait aux exigences de la loi AGOA et le pays va recevoir des repères clairs pour réintégrer l'accord commercial. Le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso a réagi à la décision américaine lundi en répétant que le calendrier de retour à l'ordre constitutionnel n'avait pas changé. Le trafic aurait repris à l'aéroport international de Damas après des frappes israéliennes ayant fait 4 morts et des dégâts matériels. L'aéroport international de Damas avait été temporairement mis hors service lundi par des frappes israéliennes pour la 2e fois en moins de 7 mois. 4 combattants, dont 2 soldats syriens, ont été tués et 2 autres blessés par le bombardement israélien. Le ministère des Transports syrien a annoncé la remise en service de l'aéroport et la reprise des vols. Selon le chef de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'attaque israélienne visait des positions du Hezbollah et de groupes pro-iraniens dans l'aéroport et ses environs, y compris un dépôt d'armes. Partons à présent à la rencontre de l'artiste franco-béninoise Angélique Kidjo, qui est retournée dans son pays natal, le Bénin, afin de rencontrer les enfants touchés par la violence de la crise du Sahel et le changement climatique. Une visite qui marque les 20 ans de son engagement auprès de l'UNICEF. Valentine Exantus. La joie d'Angélique Kidjo, l'artiste internationale d'origine béninoise, est contagieuse. En visite dans son pays natal pour marquer les 20 ans de son rôle d'ambassadrice de l'UNICEF,
À Tangueta comme à Nati Tangou, dans le nord du Bénin, Angélique Kidjo s'est dite impressionnée par la maturité des jeunes béninoises rencontrées sur place. Les jeunes que j'ai rencontrés dans le Nord m'ont vraiment époustouflé par leur engagement et leur détermination à ce que leur vie change et que leur communauté change. Il y a beaucoup de défis auxquels ils font face et dont ils sont très conscients. Ce n'est pas des rêveurs, ce n'est pas des gens qui se disent que ça va se régler du jour au lendemain. Ils sont conscients du travail qu'il y a à faire et il est de notre devoir de les accompagner. Ces jeunes femmes du nord du Bénin sont de plus en plus victimes du débordement de violences liées à la crise du Sahel. Malgré les conditions difficiles, beaucoup d'entre elles font preuve de résilience. Tu m'avais dit un jour que j'irais au nord et que les jeunes filles seront devant moi en train de parler, je vous dirais non, parce que quand j'ai commencé en tant qu'ambassadrice en 2002, ça a été l'une de mes frustrations, de parler aux gens qui ne pas avoir de réponse. Parce qu'on n'a pas appris à nos enfants de parler. On leur donne l'autorisation de parler, on ne les écoute même pas parler, on leur dit de se taire. Et là, ce que je suis en train de voir dans le Nord, c'est que les jeunes ont envie de parler. Ils ont envie que leur vie soit différente. La chanteuse récompensée par 5 Grammy Awards a rencontré des enseignants, des infirmières, des agents de santé et des travailleurs sociaux qui sont en première ligne pour permettre aux enfants et à leurs familles d'avoir accès aux services essentiels, mais qui se sont également engagés pour le changement positif dans leur communauté. Je leur ai dit, quand je leur ai parlé, vous avez des filles dans vos familles, des nièces, des cousines. Votre devoir, c'est d'être là pour qu'aucune violence ne soit faite aux filles. Défenseur infatigable des droits, ce voyage de soutien au programme des Fonds des Nations Unies pour l'enfance était sa première mission avec l'UNICEF depuis la pandémie de Covid-19. Luiz Inácio Lula da Silva est officiellement président du Brésil. C'est la 3e fois que le chef de la gauche est proclamé président dans un pays très divisé. Lula s'est engagé à reconstruire le Brésil après le mandat de son adversaire Jair Bolsonaro. Retour sur la cérémonie d'intronisation avec Laurent Leleu. Avec la force du peuple et la bénédiction de Dieu, nous construirons ce pays. Vive la démocratie, vive le peuple brésilien. C'est avec cette déclaration lors de son discours devant le Congrès que Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, a tourné définitivement la page Jair Bolsonaro, lui qui a quitté le pays 2 jours avant la fin de son mandat, dérogeant à la tradition démocratique qui veut que le président sortant remette l'écharpe présidentielle à son successeur. Un manquement qui ne s'est pas produit depuis 1985 et la fin du régime militaire. Un départ sans élégance qui conforte le sentiment de malaise qui a accompagné tout le mandat de Jair Bolsonaro avec cette question. Était-il l'homme de la situation ? Tant de fois, je me suis demandé ce que j'avais fait de mal, ce que j'aurais dû faire de mieux. Je suis convaincu d'avoir fait de mon mieux. 12 ans après avoir quitté le pouvoir, Lula a bien conscience des espoirs que sa nomination suscite chez les Brésiliens. Eux qui, pendant les 4 ans de mandat de son prédécesseur, ont vu leur pays se diviser particulièrement pendant la pandémie de Covid qui a fait près de 700 000 victimes dans le pays. Je gouvernerai pour les 215 millions de Brésiliens et pas seulement pour ceux qui ont voté pour moi. Je gouvernerai pour tous en regardant vers notre brillant avenir commun et non dans le rétroviseur d'un passé de division et d'intolérance. Parmi ses premières mesures en tant que président, Lula a signé plusieurs décrets pour revenir sur les mesures qui facilitaient l'accès aux armes. Le Brésil ne veut pas et n'a pas besoin d'armes dans les mains du peuple. Le Brésil a besoin de sécurité. Le Brésil a besoin de livres, d'éducation et de culture pour que nous puissions être un pays plus juste. Des déclarations et des premières mesures qui laissent entrevoir un réel changement dans ce pays de 214 millions de personnes, même si les difficultés auxquelles va être confronté le président investi restent colossales d'un point de vue sécuritaire, économique et environnemental. Et avant de nous quitter, ces images de la veillée funèbre du légendaire footballeur brésilien Pelé qui a débuté lundi avec l'ouverture des portes du stade de la Vila Belmiro à Santos. Comme vous le voyez, ils étaient nombre de supporters pour lui rendre un dernier hommage devant le cercueil qui repose au centre de la pelouse de ses premiers exploits.
C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Demain, ne manquez pas Laurent Leleu pour l'édition de la mi-journée et en attendant, continuez à vous informer sur Télésud.